La construction d'un canal de navigation est une entreprise longue et coûteuse. Dès le XVIe siècle et l'invention des écluses à sas par les Italiens, de nombreux projets de canaux apparurent. Certains aboutirent, d'autres pas. Le rêve de Sully, le grand ministre d'Henri IV, était de relier la Seine à la Loire. Il se concrétisa par la construction du premier canal à bief de partage entre les deux bassins hydrologiques, le canal de Briare. Les travaux, commencés en 1605, se terminèrent en 1642, après 28 années de labeur, d'incertitude, d'interruption, et la mort de Sully 1 an avant son achèvement. L'histoire du canal d'Essonne, que nous allons conter, est semée d'embûches et de conflits d'intérêts, mais toujours pour le bien et utilité de la chose publique. Combien d'audacieux entrepreneurs, pleins d'espoir et de détermination, ont dû s'effacer, vaincus et ruinés parfois. Aucun n'a réussi à mener à bien ce projet. Né au XVIIe siècle et totalement abandonné en 1831, moins rentable que le chemin de fer qui posait ses rails partout. Vaincu par le progrès ? Pas seulement. Vaincu surtout par les conflits d'intérêts. Pour bien comprendre cette terrible aventure humaine, où chacun croyait trouver la fortune, démêlons les fils de l'histoire. Nos institutions ont gardé toutes les traces de ces tentatives de téméraires individus, riches d'importants réseaux d'influence, tentant chacun leur tour de soulever la dalle pesante de l'inertie d'État ou en butte à quelques princes voulant accaparer tout le profit sans partage. Les archives nationales, départementales ou municipales nous ont donné matière à retracer avec précision les épisodes de cette saga mouvementée qui s'étend sur 2 siècles et ne se termine pas en happy end. Remontons le temps très en amont, en 1490. Tout commence à Étampes, la grande ville d'eau du sud de l'Essonne, arrosée par 4 rivières qui venaient grossir la Juine, où la navigation des barques à fond plat se faisait depuis toujours, acheminant les marchandises de la Beauce et du Hurepoix jusqu'à Corbeil, et de Corbeil par la Seine jusqu'au port de Paris. Les cours d'eau ont joué un rôle majeur dans l'économie urbaine de la cité d'Étampes. Les portereaux et la rivière des Prés constituaient un fossé protecteur au pied des remparts. Dans la ville, la rivière aux cours forcés permettait d'alimenter en eau les équipements domestiques et professionnels des artisans et les lavoirs, moulins, abreuvoirs, mégisseries et tanneries. Hors les murs, d'innombrables canaux irriguaient des jardins maraîchers fertiles. Mais la cupidité avait fait naître chez certains hommes de pouvoir l'idée qu'on pouvait tirer profit de la rivière en fixant des péages et des droits d'usage, en prélevant aux marchands une partie de son gain pour l'entretien du cours d'eau et de ses ouvrages et pour la plus grande richesse du seigneur. Un premier port avait été aménagé par les hospitaliers de Saint-Jacques-de-l'Épée, dont l'hôpital était baigné par la rivière, à quelque distance des murailles de la ville. Les religieux y prélevaient naturellement des droits. Cependant, Jean, roi de Navarre et comte de Foix, nouveau comte d'Étampes par la grâce du roi Louis XI, devint le nouveau maître des lieux en 1478. Il donna en décembre 1490 une charte à la ville d'Étampes lui accordant un droit de port. Le droit d'établir un port fluvial dans un lieu plus utile et convenable que le précédent,
jouxtant l'hôpital Saint-Jacques-de-l'Épée. Pour le soulagement des marchands qui chaque jour chargent et font mener des blés, vins et autres marchandises sur notre rivière audit lieu, pour les mener et conduire en la ville de Paris, Corbeil et autres lieux. Mais elle interdit à ces derniers de décharger ailleurs leurs marchandises sous peine de confiscation. Les usagers seront tenus de payer pour l'entretien du port, pour chacun chariot 4 deniers parisis, pour chaque charrette 2 deniers parisis, et pour chaque cheval chargé 1 denier tournois, sans préjudice toutefois de notre droit de péage. Le droit de péage et le droit de déchargement lui reviennent, pour le bien et utilité de la chose publique, en spoliant les hospitaliers de Saint-Jacques-de-l'Épée qui percevaient ces droits auparavant. Le port fut construit dans les fossés du faubourg Évezard. Grâce à cette affirmation officielle, la navigation devint une chose publique et tous les propriétaires riverains furent tenus d'effectuer le curage de la rivière à vif fond, ce qui fut très difficile à obtenir en temps de paix et impossible en temps de guerre. Autre soutien sans faille au bon fonctionnement de cette navigation, le prévôt des marchands de la ville de Paris était soucieux du bon approvisionnement en grains et denrées de sa ville, où la population effervescente s'échauffait jusqu'à l'émeute quand la disette menaçait. Depuis toujours, le grenier à blé de la Beauce nourrissait Paris, et améliorer les transports, c'était améliorer les approvisionnements, limiter la cherté des denrées et maintenir la paix sociale. François Ier confirma le droit de port aux Étampois en 1527. La navigation sur la Juine, d'Étampes jusqu'à Corbeil, subit de nombreux aléas. Peu à peu, bancs de sable, obstacles et embâcles encombrèrent la rivière. L'absence de curage par les riverains, pourtant tenus d'y procéder, les aménagements faits aux moulins pour augmenter leur force motrice au détriment de la navigation, déclenchèrent un arrêt du Parlement en 1538, plein de menaces de représailles. Malgré cela, la situation empira. En 1560, 33 ans après l'établissement du port d'Étampes, les bateaux descendant la Juine ne pouvaient entrer dans la Seine à Corbeil, où le confluent était trop étroit et mal commode du fait d'un courant important dû au dénivelé, rendant la manœuvre trop hasardeuse. Les marchandises devaient alors être déchargées et transportées à dos d'homme jusque dans les bateaux de Seine. Une difficulté qui engendrait des dépenses et un manque à gagner considérable. 70 ans plus tard, en 1634, les habitants d'Étampes furent enchantés d'apprendre qu'un jeune ingénieur, du nom de Charles de Lamberville, se proposait de rendre navigable la rivière de la Ferté-Alais et d'ouvrir par ce moyen la communication avec la Seine. Il obtint, en juillet 1634, la concession des travaux pour rétablir la navigation sur l'Essonne et conçut le grandissime projet d'assurer la jonction avec la Loire. À cet effet, Lamberville présenta à Louis XIII un premier mémoire pour lequel il sollicitait la permission d'effectuer les travaux nécessaires pour établir la navigation entre Pithiviers et la Seine. En fait, il ne s'agissait pas d'un canal séparé de la rivière, mais plutôt d'un redressement des méandres et d'un curage profond. Il était nécessaire de creuser des dérivations munies d'écluses au passage des moulins, afin de ne pas priver d'eau ces derniers. Par contre, il était indispensable de construire un franc-bord pour l'établissement d'un chemin de halage. D'autre part, les riverains étaient soumis à une forte pression foncière car il fallait exproprier les terrains nécessaires à l'établissement du canal et de ses berges pour le chemin de halage. Lamberville se rendit dans toutes les paroisses concernées pour informer les populations et recueillir le soutien et l'adhésion des édiles locaux, baillis
et procureur. Par ailleurs, il faisait recruter une main-d'œuvre nombreuse. Un document conservé aux archives de l'Essonne montre à quel point les municipalités n'étaient pas libres de leurs décisions face à l'autorité de leurs seigneurs tutélaires. Du 21 juin 1643, acte au sujet de la rivière de la Ferté-Alais que l'on voulait rendre navigable. Aujourd'hui, dimanche 21e jour de juin 1643, issu de messe de paroisse, est comparu par devant nous procureur du roi au bailliage de la Ferté-Alais, Charles de Lamberville, entrepreneur de la nouvelle navigation de la rivière d'Essonne, dite de Pithiviers, et autres rivières servant à la transnavigation de Seine-en-Loire, lequel prétend qu'il est besoin de travailler promptement aux environs de la Ferté-Alais, tant au-dessus qu'en dessous, sans détourner les eaux nécessaires au moulin du domaine de la Ferté, sous le bon plaisir du duc de Vendôme, comte de la Ferté-Alais, auquel sieur de Lamberville lesdits habitants ont fait réponse qu'ils ne peuvent en rien résoudre sur sa proposition, et qu'il doit au préalable s'adresser au conseil de monseigneur le duc de Vendôme, comte de la Ferté-Alais, pour y faire entendre son intention. Et suivant l'agrément du dit conseil, continuait, par le dit sieur de Lamberville, ses travaux, ainsi qu'il verra bon être. Lamberville commença par ouvrir un canal de dérivation à partir du moulin d'Angoulême, dans le but de contourner l'embouchure de l'Essonne dans la ville de Corbeil. Mais les travaux furent rapidement interrompus à cause de l'opposition du marquis de Villeroy, propriétaire engagiste du comté de Corbeil. Après la visite contradictoire des deux commissaires dépêchés par le roi en 1641, Lamberville, fort également du soutien de la ville de Paris, obtint gain de cause. Il n'eut cependant que le temps, avant sa mort qui survint à la fin de l'année 1643, de poursuivre le chantier jusqu'à Augerville-la-Rivière, dans le Loiret. Les innombrables épreuves et tracasseries qu'il eut à surmonter mirent à mal sa raison, et il mourut, dit-on, de folie. La mémoire des travaux de Lamberville n'est pas totalement éteinte dans la mémoire populaire, puisqu'un bras de la rivière porte encore son nom à Malesherbes. C'est pas l'Essonne, c'est le Lamberville derrière. Ah d'accord. C'est un bras de l'Essonne. Ils se séparent là au pont, puis ils se rejoignent dans 200-300 mètres plus loin. Hein. C'est le Lamberville. Le marquis de Villeroy profita de l'occasion de la mort de Lamberville pour demander en son nom la permission d'ouvrir le bassin de Corbeil. Les habitants d'Étampes, désirant toujours avoir le passage libre de la rivière dans la Seine, que leur promettait l'exécution du projet de Lamberville, lui en facilitèrent le moyen et ils proposèrent qu'il fasse faire à ses frais l'ouverture du bassin de Corbeil avec portereaux et écluses nécessaires. Le marquis de Villeroy, ayant accepté la proposition des habitants d'Étampes, l'arrêt du Conseil du 16 avril 1644 lui permit de faire ouvrir à ses frais le bassin de Corbeil et de faire élargir les écluses et portereaux nécessaires dans l'étendue de son marquisat. Pour le dédommager, on lui accordait le droit de percevoir 3 livres par bateau passant le portereau de Corbeil. L'ouverture du bassin de Corbeil et la construction des portereaux nécessaires furent faits à la suite de l'arrêt, en vertu duquel le marquis de Villeroy prétendit empêcher les associés de Lamberville de continuer l'ouverture du canal depuis le moulin d'Angoulême jusqu'à la Seine en deçà de Corbeil. C'était enterrer définitivement le projet. Les guerres de la Fronde de 1648 à 1653 ayant dévasté les villes de Corbeil, d'Étampes et toute la région, les riverains du canal, bateliers, propriétaires et fermiers des moulins abandonnèrent totalement l'entretien des chemins de halage, portereaux et écluses, ce qui rendit la navigation impraticable, de telle sorte qu'elle disparut complètement en 1676.
De cette époque à l'année 1700, cette affaire est tombée dans l'oubli, mais pas pour tout le monde. Les archives de l'Essonne conservèrent un très grand plan des canaux levés par Vivier, ingénieur du roi, sous les ordres de Monsieur de Villeneuve en 1673 et revus par les successeurs en 1791. Ce plan très étrange cumule un projet ancien et un projet nouveau, difficile à départager. En 1700, les Étampois, ne supportant plus le préjudice que la cessation de la navigation leur causait, le transport par route, coûtant le double de ce qu'il coûtait par la voie d'eau, cherchèrent par tous les moyens à le rétablir. Pour parvenir à ce but, ils commencèrent par faire une visite de la rivière depuis le port d'Étampes jusqu'à Corbeil, afin d'estimer le coût des travaux nécessaires et connaître en même temps les motifs qu'ils pourraient invoquer devant les pouvoirs publics en faveur de son rétablissement. À la suite de cette visite, les marchands de la ville d'Étampes, à l'instigation d'un certain Yvonnet, procureur à la Chambre des comptes de Paris, qui se proposait de reprendre l'entreprise, adressèrent l'année suivante, en 1701, à la Cour du Parlement, une requête pour le rétablissement de la navigation de la rivière d'Étampes, dite de Juine. Cette requête, bien que solidement argumentée, n'eut aucune suite. La France était entrée pour de nombreuses années dans la guerre de succession d'Espagne qui dura de 1701 à 1714. Et ce projet resta totalement dans l'oubli pendant 50 ans. La ville d'Étampes perdit alors définitivement l'opportunité d'avoir un canal la reliant à la Seine. Le bassin du port sera comblé et planté d'arbres à partir de 1740, lors de la création de la promenade du port. Après la démolition des fortifications de la ville, l'emplacement du port d'Étampes a cédé la place à la route nationale 191, par où passèrent les libérateurs américains en août 1944. Aujourd'hui, un très ancien moulin, restauré récemment, garde encore la trace de cette appellation. Nombreux vont être les individus intéressés par le projet du canal d'Essonne. À des titres divers, mais tous cherchant la bonne affaire qui fera d'eux un personnage d'importance. À part les grands du royaume, nous ne connaissons pas le portrait de ces hommes. Il nous faut les imaginer. Vers 1750, le projet de rétablir la navigation sur l'Essonne va se trouver relancé par 3 personnages qui vont se concurrencer et se disputer le privilège du roi. Il s'agit de Charles-Simon Yvonnet, du marquis de Tralègue et de Jacques Hardouin-Mansart de Sagone. Pour créer une compagnie, il fallait réunir autour du chef d'entreprise l'autorité d'un scientifique, de préférence ingénieur hydraulicien, l'influence et la caution morale d'un haut personnage de la cour et un conseil juridique pour parer les coups bas. Alors, on pouvait intéresser des bailleurs de fonds, des capitalistes, comme on disait à l'époque, et démarrer l'affaire après avoir obtenu le privilège du roi. Il va sans dire que la réputation de probité était un atout capital. Grâce aux titres rassemblés par son père, qui, en 1700, avait eu l'ambition de rétablir la navigation d'Étampes à Corbeil, Charles-Simon Yvonnet, avocat au Parlement, s'estimait en droit de poursuivre l'entreprise. Bien qu'il n'ait pas lui-même l'étoffe de diriger une compagnie, il n'aura de cesse de contester aux compagnies rivales la légitimité de leurs revendications. Un certain marquis de Tralègue, homme ambigu qui ne vivait que d'expédients plus ou moins honnêtes, avait flairé le potentiel que représentait l'exploitation d'un canal de navigation et se mit en quête de l'affaire du canal de l'Essonne. Il fit la connaissance, vers 1749, de Charles-Simon Yvonnet. Yvonnet, le fils, animé de la volonté de mener à bien l'entreprise que son père n'avait pu faire aboutir, ayant fait connaître imprudemment au marquis de Tralègue qu'il possédait tous les documents laissés par son père, ce dernier,
par ruse, parvint à s'en emparer. Aussitôt en possession des papiers et profitant de l'absence en province d'Yvonnet, Traleg se rendit à Étampes et, usant de son influence et de ses relations, se présenta au maire et échevin comme auteur du projet et chef de l'entreprise du rétablissement de la navigation. À l'aide des titres qu'il avait substitués à Yvonnet, il forma en juin 1751 une première société sous le pseudonyme de Jean-Jacques Sirmont. Dans le mémoire qu'il présenta au roi en 1750 avec la recommandation du duc et de la duchesse de Fitzjames, il avait l'ambition de rétablir la navigation depuis Malesherbes sur l'Essonne et depuis Étampes sur la Juine. Le long de l'Essonne sont plusieurs villes et gros bourgs dont les marchés sont considérables, et surtout pour les grains. Entre autres Pithiviers, Puiseaux, Malesherbes, Metz, La Ferté-Alais et Mency, chef-lieu du duché de Villeroy. La Juine, communément appelée rivière d'Étampes, ne se forme qu'à Étampes. Elle vient se perdre dans l'Essonne à 1 lieue au-dessous de La Ferté-Alais, entre les châteaux du Boucher et de Villeroy. Il serait aisé de faire communiquer la Loire à l'Essonne, mais quand même cette dernière ne serait navigable que de Pithiviers, elle transporterait à Paris une partie des bois de la forêt d'Orléans, les grains, les vins et les autres marchandises du Gâtinais, de la Beauce, etc. Le devis prévoyait une dépense de 676 369 livres. Traleg obtint le soutien du duc de Villeroy, à qui il promettait des droits de péage. Malgré cela, plusieurs associés se désistèrent et l'entreprise capota. Aussitôt, Traleg en forma une deuxième. Parmi les actionnaires figurait Monsieur de la Valette, un proche de Daniel-Charles Truden, intendant des finances en charge des ponts et chaussées. Mais la mort brutale de la Valette mit un terme à cette seconde entreprise en 1753. Alors qu'il était emprisonné pour dette en 1756 au Fort-l'Évêque, une prison parisienne, le marquis de Traleg constitua une troisième société sous le nom de Thomas Arnoux, un architecte qui n'était qu'un prête-nom. Il s'associa avec Jean-André Floquet, ingénieur hydraulicien à l'origine du canal de Provence, et Jacques d'Aran, chirurgien du roi qui jouissait alors d'une fortune brillante. Enfin, pour en faire un allié, il intéressa Yvonnet à l'affaire. Daran prit les compétences juridiques de Dubois de la Rouance, un avocat à la dent dure, en échange d'un intérêt dans l'entreprise. Mais des dissensions apparurent rapidement, on l'imagine, entre Traleg et Yvonnet, qui revendiquaient chacun l'initiative du projet. La compagnie fut par ailleurs fragilisée par la faillite de Daran, tandis que l'ingénieur Floquet vendait ses intérêts dans l'affaire et se démettait de sa place de directeur général pour se consacrer pleinement au canal de Provence. Daran, dans sa faillite, avait cédé ses droits à Jacques Hardouin-Mansart de Sagonne, petit-fils du célèbre architecte de Louis XIV, qui constitua le 3 février 1760 une société composée de 8 associés. Le capital devait rapporter à chacun un intérêt à 5%. Hardouin-Mansart, qui avait déjà œuvré au canal de la Marne en 1752, prétendait avoir eu l'idée de ce projet de canal dans les années 1730, alors qu'il travaillait chez son ami Gilbert-Jérôme Clotrier à rebâtir le château de Montaugé, situé en bordure de l'Essonne. Il déclarait avoir plusieurs fois admiré la beauté et le volume de ces rivières, dont il connaissait depuis longtemps les sources et leurs confluents dans la Seine, ce qui lui fit naître des réflexions sérieuses sur le projet de les rendre navigables et commerçantes. L'ambition de Mansart était de canaliser l'Essonne depuis Pithiviers jusqu'à Corbeil, la Rimarde depuis Yèvre-la-Ville dans la forêt d'Orléans jusqu'à sa jonction avec l'Essonne à la Neuville, et enfin la Juine depuis Étampes jusqu'à la confluence avec l'Essonne. Il pouvait compter sur de solides appuis à la cour, notamment celui du comte de Saint-Florentin,
dont la terre de Yèvre devait être arrosée par le canal et être desservie par un port. Mansart justifiait, dans un mémoire, l'intérêt de son projet pour l'approvisionnement de Paris et les finances royales. Les 3 rivières voisinaient, disait-il, avec 5 provinces, la Beauce, le Gâtinais, le Hurepoix, l'Orléanais et le pays chartrain. Elles étaient riches et produisaient toutes sortes de marchandises. En 1762, fort de ses droits reconnus en justice, Yvonnet récupéra les papiers relatifs au canal d'Étampes et fit le renvoi des pièces à Truden. Dans le même temps, depuis son lieu de détention, Trallegg fit paraître un mémoire imprimé pour contester les prétentions de Mansart et Dubois de la Rouance. Il y réaffirmait sa volonté de mener à bien le projet du canal. De son côté, en 1762, Dubois de la Rouance sollicita également en son nom propre la concession de l'entreprise. Le litige qui opposait les différentes parties fut alors porté devant le Conseil d'État qui ordonna une expertise. Au vu des pièces fournies qui estimaient le coût des travaux à plus d'1 million de livres, l'avis qu'il rendit fut défavorable. Et au lieu de choisir une compagnie, le Conseil n'en choisit aucune. Les 3 compagnies furent déboutées, même si l'État reconnaissait l'utilité de la liaison et plaidait pour un financement public. Le roi étant en son conseil, a débouté et déboute lesdits Arnoux, Dubois de la Rouance, Mansart, Yvonnet et de Trallegg de leurs demandes concernant la navigation des rivières d'Étampes, d'Essonne et du Remard. Leur défend de se dire à l'avenir entrepreneurs des canaux et de la navigation des dites rivières, se réservant Sa Majesté de pourvoir à l'établissement des dits canaux, ainsi qu'il appartiendra. Fait au Conseil d'État du roi, Sa Majesté y étant, tenu à Versailles le 26 mai 1767. Indépendamment des risques d'une telle entreprise, plusieurs facteurs expliquent ce refus. L'obligation de détruire une 60aine de moulins, l'opposition du duc de Villeroy, seigneur engagiste de Corbeil, et le préjudice causé aux propriétaires du canal de Briare. Nous sommes allés à Tours à la rencontre de Philippe Cachot, un historien qui s'est penché sur le rôle de Jacques Hardouin-Mansart dans le projet du canal et a publié un article dans la revue de la Société historique et archéologique de l'Essonne et du Hurepoix en 2017. Donc Mansart de Sagone envisageait de canaliser la Juine depuis Étampes jusqu'au lieu-dit Palot, donc à la confluence avec l'Essonne, de canaliser la Rimarde depuis Pithiviers jusqu'à la confluence avec l'Euf et l'Essonne, donc au droit du château de Rocheplate, et de pousser la canalisation de l'Essonne, pas seulement jusqu'au canal d'Orléans comme l'envisageait Trallegg, c'est-à-dire à Combreux, mais aussi jusqu'à la Loire proprement dite, puisqu'il envisageait d'installer un port au droit de Châteauneuf-sur-Loire. Voilà. Alors il faut savoir que le long de il envisageait aussi bien entendu de travailler sur les terres de son ami le comte de Saint-Florentin, qui était seigneur de Yèvre-le-Châtel et Yèvre-la-Ville, mais qui possédait aussi le château de Châteauneuf, et donc il était l'un des premiers concernés par ce projet de canal sur l'Essonne. Il faut se rappeler, comme je vous l'ai dit, que Trallegg avait donc subtilisé les documents à Yvonnet Fils et a constitué donc 3 compagnies qui ont toutes fait faillite, lamentablement, qu'il a été même emprisonné à 2 reprises pour dette au Fort-l'Évêque à Paris, et ce qui n'était pas le cas bien entendu de Mansart de Sagone, qui lui donc avait une réputation d'architecte du roi. Il faut rappeler qu'il était le petit-fils de Jules Hardouin-Mansart, et qu'il avait quand même
bâti pour le roi à Versailles et en province. Et surtout, donc, il en allait de sa réputation d'architecte et d'ingénieur du roi, comme il se disait lui-même. Donc, oui, et bien entendu que la probité de Mansart de Sagone était nettement supérieure à celle de Traleg. D'autant plus qu'il était très lié à deux personnalités éminentes de la cour de Versailles. Je vous ai évoqué le comte de Saint-Florentin, Louis-Philippot de la Brière, qui était donc un descendant de la clientèle Mansart. Et bien entendu, il avait eu l'occasion de travailler pour ce comte de Saint-Florentin à Paris. Et bien entendu que ce comte de Saint-Florentin allait participer au financement du projet de Mansart, tout comme un autre protégé un autre protecteur de Mansart de Sagone, Gilbert Jérôme Clotrier, qui était propriétaire du château de Montauger sur l'Essonne, sur l'actuelle commune de Lys, à côté de Mency. Et donc ce Gilbert Jérôme Clotrier était premier commis du contrôle général des finances, c'est-à-dire donc le bras droit du ministre des Finances de Louis XV. Donc lui, Clotrier d'ailleurs, son père occupait déjà cet office, cette fonction au contrôle général des finances. Donc, et voilà, donc le comte de Saint-Florentin et Gilbert Jérôme Clotrier ont été les deux protecteurs de Mansart de Sagone sur ce projet du canal de l'Essonne et issus du milieu de la cour de Versailles. Il faut savoir que Mansart de Sagone était quand même un ingénieur du roi expérimenté, qui connaissait bien son métier. D'ailleurs, le projet de canal qu'il envisageait était un projet de qualité. C'est pour ça d'ailleurs que ses appuis de cour lui faisaient confiance dans cette affaire-là. Disons que le gros problème de Mansart de Sagone, ça n'a pas été tellement de se trouver des associés, contrairement à ce qu'il connaîtra lorsqu'il se rendra en Espagne. C'est simplement que la concurrence a lancé tellement de polémiques autour de ce projet-là que le roi et son entourage ont décidé de les renvoyer dos à dos. Et c'est là tout le problème de cette affaire de canal de l'Essonne pour Mansart de Sagone. C'est-à-dire qu'il avait très bien étudié son affaire, mais le micmac de la concurrence a fait que tout ça a très vite capoté. Mansart de Sagone avait établi un plan de financement. Ce qui est remarquable d'ailleurs dans ce projet de canal de l'Essonne, c'est qu'on conserve toute la documentation, contrairement à d'autres projets de canaux qu'il a pu réaliser où la documentation est très lacunaire. Sur le canal de l'Essonne, on conserve toute la documentation. Donc pour les personnes que ça intéresse, je les invite à consulter les cotes qui sont dans mon article que j'ai publié donc en 2018, je crois. Et c'est pour ça qu'en se replongeant dans les mémoires de Mansart de Sagone, on voit comment il a établi son plan de financement. N'oublions pas qu'il avait envisagé une réalisation en 8 phases. Il avait chiffré le projet à 4 millions de livres, ce qui était très au-dessus des projets concurrents. Mais il avait prévu large justement parce qu'il savait les aléas de ce genre de projet. Et donc, oui, il avait fait quelque chose de très sérieux, contrairement à la concurrence. Après la consultation du service des ponts et chaussées et du bureau de commerce, la monarchie avait finalement renoncé à délivrer un privilège aux différents prétendants à la concession. En outre, la construction de la route royale d'Orléans à Paris rendait la navigation de moins en moins attractive. En 1783, Dubois de la Rouance, bien que déjà débouté en 1774, revint à la charge avec un nouveau mémoire et la recommandation du comte de Polignac. Dès lors, le projet du canal de l'Essonne restera en l'état jusqu'à la Révolution, époque à laquelle il fut relancé. La Révolution française marqua à cet égard une rupture remarquable. La construction du canal de l'Essonne fut en effet concédée par la loi du 22 août 1791 à 3 entrepreneurs. François-Ignace Grignier, ancien procureur au bailliage d'Arbois, Louis Jarre, négociant à Paris et fabricant d'ustensiles en cuivre au Moulin-Galant,
et Antoine-Christophe Gerdré, négociant et juge de paix de la section de l'Oratoire. Tous trois étaient propriétaires d'usines sur l'Essonne dont la navigation devait permettre d'écouler plus facilement la production. La loi fixe en 18 articles les modalités d'exécution et les tarifs des péages. Après le commencement des travaux, qui ne devaient pas excéder 4 ans, ces derniers comptaient se rembourser de leur mise de fonds grâce à la perception des droits de navigation pendant 50 ans. À l'issue de ce délai, le canal devait revenir à la nation. La concession leur fut accordée par les décrets des 18 août et 13 septembre 1791. Dès le mois suivant, Grignier avait entrepris de faire des sondages à la recherche d'eau en forêt d'Orléans, dans la zone où devait se creuser le bief de partage. Sans cette eau, pas de liaison possible avec la Loire. Une lettre d'un entrepreneur de Chilleurs au bois, à qui il avait commandé un sondage de sous-sol, répond à cette préoccupation. Je prends, monsieur, la liberté de vous dire que les ouvriers sont à 29 pieds de profondeur, savoir 4 pieds de terre noire, 8 pieds de glaise marbrée, ainsi que vous l'avez vu à votre dernier voyage, 10 pieds de glaise rouge très dure, 4 pieds de tuf blanc, aussi très dur, ensuite 1 pied de sable assez clair, enfin 2 pieds de tuf mêlés de sable. Que Dieu veuille que l'eau ne soit pas loin. Malheureusement, les résultats ne furent pas probants. En décembre 1791, Grignier constitua une première société sans Gerdré qui s'était désistée. Par un décret du 19 février 1792, les concessionnaires disposaient d'1 mois pour commencer les travaux des rivières de Juine et d'Essonne. 2 mois plus tard, Jard se désengagea à son tour de l'entreprise pour ne conserver que ses actions et un titre d'administrateur. Très actif, Grignier usa de toutes ses relations pour lever des bailleurs de fonds, comme ici à Orléans. Le sieur Lebrun, architecte et entrepreneur d'ouvrages publics à Orléans, à ses concitoyens, le 24 mars 1792. Il doit à leur estime honorable et à leur propre confiance en lui, celle qu'il a reçue de M. Grignier, entrepreneur, de M. Dranzy, ingénieur en chef du nouveau canal de navigation des rivières d'Essonne et de Juine, depuis la Loire à la Seine. Les personnes qui voudront faire leur soumission peuvent s'adresser à M. Julien, notaire à Orléans, nommé séquestre par la compagnie. Il donnera tous les renseignements relatifs à ce projet. Un devis du 11 mai 1792, signé Dranzy, estimait la dépense à 3 662 652 livres pour relier Orléans à Corbeil. Très perspicace, Dranzy faisait preuve d'innovation en s'éloignant des tracés précédents et n'hésitait pas en direction d'Orléans à faire passer le tracé à proximité des réserves d'eau que constituaient les étangs et ruisseaux existants, comme à la Neuville, Ambert et Rébréchien. Après la dissolution de cette première compagnie, Grignier en composa une nouvelle le 15 juillet 1793. Mais 3 ans plus tard, cette société fut dissoute. Le passif se montait à près de 185 000 livres. Faute de capitaux, les travaux furent rapidement abandonnés. Environ 4 km avaient été creusés. 5 écluses avaient été réalisées entre Corbeil et Essonne, dont celle de Saint-Jean et de Chantemerle. Des témoignages ultérieurs confirment la modestie des travaux alors entrepris. Le 30 juin 1796, une nouvelle société, la Société du Canal de l'Essonne, commença à acquérir plusieurs terrains riverains du tracé de la future voie d'eau et ses abords. Cependant, à cause des troubles révolutionnaires comme la dépréciation du papier-monnaie, les travaux furent rapidement suspendus. Confronté à de graves difficultés financières, Grignier céda alors ses droits à Jean-Jacques Guyénot de Châteaubourg. En novembre 1802, en association avec Étienne-Marie Pesselier,
un obscur homme de loi, Guyonneau, acquit les travaux réalisés par l'ancienne compagnie ainsi que les droits de grenier dans l'entreprise. Les nouveaux concessionnaires se chargeaient d'exécuter les travaux, de rembourser les créanciers et d'acquitter les indemnités dues pour l'acquisition des terrains. Les travaux furent cependant suspendus en attendant que le gouvernement approuve ce nouvel accord. Mais rapidement, Peysselier engagea une procédure contre Guyonneau et exigea la vente aux enchères du bien tenu en copropriété. Les consuls se penchaient sérieusement sur la question et chargèrent le ministre de l'Intérieur, Chaptal, d'enquêter sur l'état des lieux et des équipements présents sur le cours de la Juine et de l'Essonne. À la surprise générale, un décret impérial en date du 3 juillet 1804 sanctionna la déchéance des anciens sociétaires et le transfert de la concession au profit du seul Guyonneau, après que l'Assemblée générale des ponts et chaussées eut pris la main sur les décisions techniques et approuvé les nouveaux plans dressés par l'ingénieur en chef Courtalon. Guyonneau avait 2 ans pour mener à bien les travaux de canalisation de l'Essonne entre Corbeil et la Ferté-Alais. Le tronçon, prolongeant la navigation jusqu'à Orléans, n'était encore alors qu'à l'état de projet. Les travaux, réalisés par les précédentes sociétés, furent estimés à 119 556 francs que le nouveau concessionnaire devait verser aux anciens actionnaires. Guyonneau formait de grandes espérances sur les avantages de cette nouvelle liaison fluviale. Elle devait permettre de relier la capitale plus rapidement et à moindre frais. Liaison plus courte d'Orléans à Paris, 36 lieues au lieu de 64 par le canal d'Orléans, plus rapide, 6 jours contre 11 et moins cher, avec une économie de 6 francs par tonne de frais. En outre, pas d'interruption en période de sécheresse. Le canal de l'Essonne assurerait également un nouveau débouché pour les bois provenant de la forêt d'Orléans. Le développement du commerce parisien, l'exploitation de la tourbe extraite des terrains excavés des abords du canal et les matériaux de construction produits dans les parages devaient constituer, après une douzaine d'années, un capital de quelques 6 millions de francs. Après l'achèvement de l'infrastructure, Guyonneau espérait enfin retirer du droit de péage un produit annuel de plus de 1 500 000 livres. Il tablait en effet sur un trafic annuel de 3 330 bateaux, sans compter les coches d'eau pour les transports de voyageurs. Guyonneau commença par recueillir les archives de la précédente compagnie avant de faire procéder à la réalisation des plans, devis et estimations. La définition du tracé était une prérogative des ingénieurs des ponts et chaussées. L'ingénieur Courtalon fut donc chargé d'établir les plans, de composer les devis et de procéder au nivellement. C'est un certain Oudinot qui exécuta les dessins. Une collection de plans aquarellés de cette époque, conservée aux Archives nationales, révèle le soin porté à l'exécution d'une iconographie technique qui ne manque pas de créativité dans le traitement qu'en a fait l'artiste. Poursuivant les procédures engagées par la première compagnie concessionnaire, Guyonneau fit l'acquisition de plusieurs terrains riverains du futur canal. Il procéda avec Charles-Philippe Oberkampf, propriétaire d'une fabrique d'indienne et d'une filature hydraulique à Chantemerle, à un échange de parcelles pour la construction d'une future gare à bateaux au-dessous du pont d'Essonne. En janvier 1805, Guyonneau se vit céder l'île d'Angoulême. L'année suivante, il racheta 2 usines au Ronfleur, vouées à la destruction. Les travaux débutèrent de façon modeste sur le tronçon situé entre Essonne et la Ferté-Alais, qui comptait un peu plus d'une vingtaine de kilomètres.
Les bâtiments de l'ancien château de Corbeil, destinés à la démolition et que Guyonneau avait achetés, devaient fournir une partie substantielle des matériaux utiles à la construction du canal. Après la reconstruction des écluses de Corbeil, Guyonneau passa différents contrats avec des entrepreneurs locaux, mais il fut très mécontent du résultat. En définitive, le bilan de Guyonneau se révélait tout aussi minable que celui de la première société du canal de l'Essonne. Les portières de l'écluse Saint-Jean étaient encore à remplacer, plusieurs ouvrages n'étaient d'ailleurs pas imputables à Guyonneau. 2 ponts avaient été construits sur le chemin de halage aux frais de M. Oberkampf. Au terme de la concession des 2 années qu'avait accordé le décret du 3 juillet 1804, les réalisations restaient donc pour le moins modestes. Le 13 novembre 1807, Guyonneau obtint toutefois la prorogation de sa concession pour 4 ans. Une lettre de Guyonneau de Châtebourg au préfet de Seine-et-Oise explique les retards du chantier par la valse des ingénieurs. Je dois, monsieur, vous mettre sous les yeux les contretemps qui me sont arrivés depuis 4 ans. Pendant le cours de ces opérations, monsieur Courtalon fut envoyé à d'autres fonctions. Ensuite, il a été fait ingénieur en chef du département du Pas-de-Calais. Monsieur Treille de Sainte-Croix, depuis, avait été chargé de diriger les travaux, sous les ordres de monsieur Lefebvre, inspecteur général, qui vient de décéder. Monsieur Lefebvre avait indiqué à monsieur Treille tout ce qu'avait fait monsieur Courtalon. Monsieur Treille a pu, à peine pendant 2 ans, vérifier le nivellement de l'Essonne depuis la Seine jusqu'à la Ferté-Alais, et repérer les usines qui existent. Et c'est à cet instant où il a remis cette partie du travail, au moment où il commençait à avoir quelques connaissances des travaux à faire, qu'il a été envoyé à d'autres fonctions. Les potentialités que Guyonneau entrevoyait pour le marché parisien étaient telles qu'elles justifiaient selon lui l'aménagement d'écluses à Lonsas capables de faire passer 10 bateaux à la fois chargés de tourbes ou de pavés, mais aussi très gourmands en eau. Ce projet sera finalement abandonné après un avis défavorable des ponts et chaussées. Quant aux ponts, qui ont fait l'objet de représentations soignées, aucun ne fut construit. Au coût de la construction de l'infrastructure elle-même vint s'ajouter le prix exorbitant du contentieux. Il attaqua en justice tous ceux qui ne lui avaient pas donné entière satisfaction, associés, entrepreneurs, géomètres. Il eut par ailleurs des démêlés avec plusieurs riverains ainsi que des propriétaires de moulins ou d'usines, à commencer par le gérant de la fabrique des poudres à Essonne. À la fin de l'année 1809, Guyonneau, menacé d'une éventuelle déchéance, s'activa à relancer le chantier. Pour atteindre la Ferté-Alais, il restait encore à réaliser 23 km de canal. Les travaux jusqu'à l'écluse de Villabé avaient coûté près de 900 000 francs. Les travaux à réaliser pour joindre la Ferté-Alais étaient estimés à quelque 695 000 francs, sans compter la fourniture des matériaux. Le devis général des travaux se chiffrait ainsi à plus de 3,6 millions. L'emprisonnement pour dette de Guyonneau ne fit que compromettre encore plus sérieusement les chances de trouver les fonds indispensables pour mener à bien la construction du canal de l'Essonne. En 1812, Guyonneau poursuivait ses démarches en vue d'une association avec des provinciaux et même des investisseurs étrangers. À sa sortie de prison, le 1er septembre 1813, Guyonneau, bien que ruiné et diminué physiquement, se remit activement à son projet de canal. Afin de surveiller l'avancement des travaux, il loua au hameau de Vaux à Essonne la maison située sur une île qui avait appartenu jadis à Bernardin de Saint-Pierre. Jusqu'au dernier moment, il tenta d'échapper à l'infamie d'une déchéance. Il proposa ainsi de céder ses droits au roi en échange d'une indemnité. En vain. Sa concession fut révoquée en mars 1820. À la mort de Guyonneau, en juillet 1824, sa fille et son gendre firent valoir leurs droits. Comme les y engageait une ordonnance du 19 mai 1825,
ils furent autorisés à reprendre les travaux et une ordonnance du 11 février 1829 renouvela la concession à leur profit. Ils se révélèrent toutefois incapables de faire face à la dépense et de commencer les travaux dans le délai de 6 mois exigé. Par une ordonnance de Charles X, en date du 29 juillet 1829, on déclara la rivière d'Essonne non navigable et non flottable. Le projet du canal de l'Essonne fut irrémédiablement condamné avec la construction de la première ligne de chemin de fer. En 1832, les parties abandonnées de l'ancien canal furent vendues en 7 lots à l'audience des criers du tribunal de Corbeil. Il fallut attendre 1845 pour que les écluses soient démolies. Laissé à l'abandon pendant plusieurs décennies, le canal fut finalement comblé en 1895 et la municipalité de Corbeil en profita pour y enterrer le grand collecteur d'égouts de la ville. L'aménagement des allées Saint-Jean est visible sur cette carte postale de 1906 où les jeunes arbres récemment plantés marquent l'emplacement de l'ancienne voie navigable. Anne Conchon, professeure à la Sorbonne, a bien voulu nous parler de Guyonneau-Châteaubourg. Elle avait apporté son concours en 2009 à l'exposition consacrée au canal de l'Essonne, tenue aux archives départementales puis aux archives nationales. La même année, elle avait publié un ouvrage consacré à cet homme d'affaires. Quel genre de personnage était-il ? Alors j'ai rencontré Guyonneau de Châteaubourg à l'occasion de ma thèse, que vous évoquiez à l'instant, sur les péages au XVIIIe siècle. Et en fait, il entra en fonction en 1772 à la commission extraordinaire du Conseil qui était chargée depuis le début du XVIIIe siècle de vérifier les titres de propriété de péage et de réviser les tarifs de perception. Il va gravir assez vite les échelons de la carrière administrative, puisqu'il devient très rapidement premier commis de la commission des péages, avec un appointement de 2000 livres tournois. Et en fait, il va mettre à profit sa connaissance de la législation, de la réglementation des péages pour se mettre au service de grands propriétaires de péages, le duc de Praslin, le duc de Villeroy, le duc d'Orléans, pour assurer la perception de leurs péages et leur assurer du même coup des registres de perception en bonne et due forme qu'ils pourront produire quand la commission, à partir de 1779, va décider de supprimer les péages et de rembourser ses propriétaires de leurs droits. Donc il a saisi cette opportunité, c'est comme ça que j'ai rencontré pour la première fois Guyonneau de Châteaubourg. Et puis, vous l'avez dit, ensuite, j'ai essayé de reconstituer le parcours biographique de ce personnage, pour lequel voilà, on a des bribes biographiques. On sait qu'il est né dans le Jura en 1745, dans une famille relativement modeste. Sa jeunesse a été secouée par la guerre de 7 ans et il a eu un petit emploi, voilà, de quelques fonctions militaires à cette occasion-là en étant jeune adolescent. Et après la ruine de son père, précisément à cause des affaires militaires, il va être placé dans un collège de jésuites à Dole jusqu'à l'expulsion des jésuites en 1763. Et à la suite de ses études, il va être placé chez un procureur à Dole qui va le former aux rudiments du droit. Et puis je le retrouve en 1764, très loin de sa terre natale, à Angers, où voilà, il occupe des fonctions un peu obscures, mais surtout il va faire une rencontre déterminante avec quelqu'un qui appartient à la noblesse seconde, qui est le chevalier de Lorda. Et par cette entremise, il va obtenir toute une série d'opportunités professionnelles. Et notamment, c'est sans doute à ce moment-là qu'il va s'occuper d'activités
de feudistes, c'est-à-dire de révision de terriers, de documents pour des propriétaires fonciers. Donc on sait qu'il reste 4 ans en Anjou, et en 1768, il arrive à Paris, où il cherche une place dans l'administration. Il va continuer un petit moment à développer une activité de feudiste, c'est-à-dire rénover des terriers, notamment pour la famille de Luynes. Donc on sait effectivement qu'il va participer à la rénovation du terrier de Coulommiers et à celui du comté de Dunois. Et à ce moment-là, il se présente comme un avocat qui revendique un titre d'avocat qu'il n'a sans doute pas, mais qui l'assoit comme étant un juriste confirmé, dirons-nous. Alors, c'est effectivement toutes ces fréquentations de Guyeno, d'abord comme premier commis de la commission des péages, puis à travers effectivement ces activités, que j'ai arpenté la volumineuse correspondance qu'il a laissée, qui ne dessine pas forcément un personnage très agréable. Il apparaît comme quelqu'un de chicaneur, pas forcément très sympathique quand on lit les missives de ses correspondants. Mais on voit effectivement, et c'est ça qui m'a intéressé dans un deuxième temps, on voit un brasseur d'affaires invétéré, qui est mêlé à des spéculations en tout genre, et qui argue de ses compétences de gestionnaire et ses compétences juridiques pour se mêler de plusieurs choses, et on le trouve associé à des opérations de défrichement de marais en Normandie, une manufacture de savon à Paris, une nitrière artificielle, des compagnies minières. Donc c'est quelqu'un qui qui a un certain entre-gens et a des petites participations dans des entreprises assez innovantes avant la Révolution. Ensuite, la Révolution... Oui, c'est un peu le cas de la plupart des nobles aussi. Alors Guyeno n'est pas noble. Hein. Non, il n'est pas. Il n'est pas noble. Il essaie de copier. Il essaie. Il essaie de se hausser du col quand même. Hein. Voilà, il adjoint la particule d'une terre qu'il a acquise, qui est la terre de Châteaubourg, donc il devient Jean-Jacques Guyeno de Châteaubourg. Mais voilà, c'est une particule factice. D'accord, qu'il arrange bien, quoi. C'est quelqu'un qui a géré, il a géré pour le compte du duc d'Orléans le canal de l'Ourcq pendant pratiquement 3 ans, entre 1786 et 1789. Donc c'est la Révolution en fait qui va lui servir d'opportunité, parce que ces canaux vont être nationalisés pour certains. Et à ce moment-là, effectivement, il va saisir une opportunité, voire même tester plusieurs opportunités d'affermage de canaux avant de devenir finalement concessionnaire du canal de l'Essonne. Donc c'est un entrepreneur qui saisit ces opportunités ouvertes par la Révolution et qui, au demeurant, peut profiter de solides connexions au sein de l'appareil d'État. Donc les deux expliquent, à mon avis, très largement son intérêt pour les canaux en général, et son arrivée sur le canal de l'Essonne pour finir. La Révolution a été pour lui une opportunité pour investir dans ces deux activités traditionnellement associées à la noblesse. Et il n'a pas manœuvré, c'est-à-dire il a manœuvré au sens où il a lancé énormément de filets pour obtenir la gestion de différents canaux avant d'obtenir la concession du canal de l'Essonne en l'an 11, donc en novembre 1802, en s'étant associé à un obscur homme de loi qui est Pesselier. Ils vont récupérer une concession existante qui a été concédée, octroyée par les autorités révolutionnaires au début de la période à Grigné, Jard et Gerdray.
Et en fait, donc Pesselier et Guyonneau récupèrent la concession en s'engageant à rembourser les anciens titulaires, à poursuivre les travaux. Et puis, très rapidement, l'association Guyonneau-Pesselier va tourner court. Et 2 ans après, en 1804, Guyonneau de Châteaubourg devient le seul et unique concessionnaire du canal. Et à partir de 1804, jusqu'à sa mort, le canal devient vraiment l'affaire de sa vie. C'est vraiment sa préoccupation quasi exclusive au cours de ces années. Les raisons de l'échec de Guyonneau sont multiples en fait. Si on replace les concessions de canaux et la concession de Guyonneau de Châteaubourg en longue durée, ce sont quand même des entreprises très incertaines, très risquées. Et un jeune chercheur, Eric Zuhlmann, avait montré dans sa thèse que les grandes concessions de navigation du début du XVIIIe siècle, qui avaient été portées par des bailleurs de fonds assez solides et par de grandes figures de la noblesse, avaient pour la plupart toutes échoué. Donc c'est difficile de jeter la pierre à Guyonneau quand on voit effectivement la difficulté de ces entreprises qui sont véritablement des gouffres financiers avec des retours sur investissement assez incertains et en tout cas différés dans le temps. Alors, il y a des éléments qu'on peut imputer à Guyonneau lui-même. Il n'a pas beaucoup de crédit au sens où voilà, il a peu de fortune. C'est un entrepreneur qui a quelques possessions foncières qu'il va hypothéquer, mais voilà, il n'a pas une fortune considérable. Il a une réputation, je dirais pas sulfureuse, mais en tout cas pas forcément très assise et une réputation Il a douteuse. été emprisonné. Oui, après. Donc une réputation un peu douteuse auprès de bailleurs de fonds, éventuels pour une opération qui est quand même une opération coûteuse. Et puis l'entreprise est aussi très largement parasitée par des contentieux, donc des litiges en justice. Et tout ça effectivement fait que une infrastructure de canalisation coûte déjà cher, mais là effectivement on a une opération qui est singulièrement grevée de coûts annexes et de difficultés évidentes de financement. Pour faire face à ces dépenses, Guyonneau va solliciter différents financeurs et notamment en 1805 un agent de change parisien, Sébastien Chollet, avec lequel il va contracter 2 obligations d'un montant tout à fait important, qui représente à peu près 1/8 du devis du canal, 240 000 livres tournois. Il va essayer de monter une société anonyme qui va échouer en hypothéquant ses biens. Il va prospecter toute une série de financeurs, d'investisseurs potentiels en France comme à l'étranger. Et effectivement, il est criblé de dettes et emprisonné pour cette raison-là dans une des prisons parisiennes qui est réservée à ce genre de faillis, qui est la prison Sainte-Pélagie, dans laquelle il va rester enfermé entre 1810 et 1813. Et dans le même temps, ses biens seront saisis. Donc je dirais, c'est la faute à Guyonneau, et en même temps, c'était un projet, voilà, sans doute discuté ou discutable, et qui arrive sans doute trop tard, au moment où il s'en empare. Oui. Beaucoup s'étaient déjà cassé les dents. Oui, depuis le 7e, oui. On a parlé de l'opposition des meuniers également. Il a eu quelques contentieux avec des entrepreneurs riverains, à commencer par Oberkampf, et puis des meuniers locaux. Mais ce qui est intéressant à noter quand même, c'est que Guyonneau pense son projet de façon globale, c'est-à-dire il le pense comme une voie commerciale, incontestablement,
mais il imagine aussi la valorisation de la tourbe locale. Donc voilà, il n'imagine pas simplement une voie de circulation supplémentaire. Il la replace effectivement dans la valorisation de ressources locales. D'accord. Alors il est sorti de prison en 1813. Il est complètement ruiné, ses biens sont saisis. On vient de l'évoquer, hein, il est diminué physiquement. Ça n'empêche pas de se remettre activement à son projet de canal, en essayant de justifier les retards divers de l'entreprise, en expliquant que, en se dédouanant d'une certaine façon, en expliquant que l'administration des ponts et chaussées lui a imposé des modifications de tracé et que le contexte militaire a aussi ralenti l'opération. Donc il invoque toute une série d'éléments pour expliquer sa situation et surtout pour obtenir une prorogation de sa concession, ce qu'il n'obtient pas. C'est-à-dire que tout l'argumentaire qu'il déploie se révèle insuffisant et la concession est révoquée en 1820. Alors il finit ses jours à Paris dans un appartement extrêmement modeste, avec un inventaire après décès qui rend compte effectivement d'un déclassement évident. Donc il meurt en 1824, il a 79 ans à cette époque-là, et sa fille, qu'il a essayé d'intéresser à son projet de canal, va essayer de faire valoir les droits de son père et d'elle-même comme héritière avec son mari, en vain, et la concession sombrera dans l'oubli. Avec effectivement ce que vous évoquiez au début de cette interview, c'est-à-dire que Guyonneau n'a pas pu mener à terme ce projet qui était pensé dès le XVIIe siècle. Donc ça a été le dernier à proposer ce projet du canal de l'Essonne et de la Jouine. Mais effectivement, son nom reste attaché, sans doute parce que c'est le dernier, à des infrastructures locales et notamment ce canal inachevé. Ce canal inachevé, oui. Le parc de Robinson, aménagé en 1988 par le syndicat du Ciars, conserve une écluse, unique vestige de ce canal avorté. Elle est aujourd'hui intégrée au parcours de canoë-kayak du club de Corbeil-Essonnes. Des allées du parc ont été baptisées en hommage à ces valeureux personnages, espérant les sauver de l'oubli. Tout comme à Ormois, où Guyénot de Châteaubourg a laissé son nom à un parc municipal.